Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Vous avez un parcours incroyable, vous êtes pédiatre, vous avez cofondé l'Institut de maladies génétiques, vous êtes ancien professeur au Collège de France, vous êtes président de l'Académie des sciences et vous aviez été nommé par Jean Castex Premier ministre pour coordonner la stratégie vaccinale de l'État pendant la crise du Covid-19. Vous publiez « Protéger les vivants des enfants malades à la crise du Covid » chez Odile Jacob. C'est un parcours de vie incroyable et vous dites au fond, la science, cette science parfois tant décriée, devrait être davantage au cœur de nos sociétés. Oui, bien sûr. D'abord, je pense quand même qu'elle n'est pas si décriée que cela. Il y a encore une enquête récente qui montre que la profession des chercheurs est une des professions qui a encore une certaine confiance de la population, même si on entend un certain nombre qui la contournent ou la détournent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de science, il y a besoin de connaissances scientifiques, donc de culture scientifique. Et pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les gens comprennent les enjeux. Et il y a beaucoup d'enjeux scientifiques derrière des questions politiques. Pensez au climat, à l'énergie, mais aussi des questions de médecine autour du génome, des questions d'éthique. Et mieux nos concitoyens comprennent les bases scientifiques des discussions, mieux ils sont à même d'exercer leur métier, si je puis dire. Ce n'est pas un métier, mais leur responsabilité de citoyen. Oui, ce qui est incroyable, je disais, votre parcours est absolument incroyable. On peut parler évidemment des enfants malades. Évidemment, ça a commencé comme ça. Vous avez vu des progrès énormes parce qu'il faut quand même le dire. Aujourd'hui, on soigne, on permet à des enfants de vivre une vie normale, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, il faut y avoir maladie par maladie, bien sûr. Mais en tout cas, dans mon domaine, qui sont les maladies du système immunitaire, donc le système qui nous défend contre les infections, mais qui peut aussi être déréglé dans les maladies auto-immunes, par exemple. C'est vrai qu'au cours de ma carrière, j'ai constaté, j'ai un petit peu participé au fait que des enfants pour lesquels d'ailleurs on n'avait même pas de diagnostic précis, et qui décédaient d'infections, ou à tous les cas vivaient très difficilement, aujourd'hui vivent bien et sont devenus des adultes en bonne santé grâce au progrès de la médecine. Oui, ce qui est fou, et vous êtes un grand défenseur évidemment des vaccins, on va en parler. On va guérir le cancer beaucoup plus. Oui. Finalement, peut-être que la crise du Covid nous permettra de mieux faire face à certains cancers. Alors, disons qu'une partie de la recherche autour de la vaccination contre le Covid peut, je l'espère, pourra bénéficier au cancer. Parce que, en fait, d'ailleurs, historiquement, les vaccins ARN ont été préparés dans un premier temps pour essayer de renforcer les défenses immunitaires de sujets atteints de cancer. Et cette recherche, elle se poursuit aujourd'hui très activement et j'espère qu'elle aboutira. Je ne peux pas le prédire, évidemment. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des progrès significatifs, insuffisants encore, mais très significatifs dans le traitement des cancers, notamment grâce à l'immunologie. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à mieux renforcer les défenses des patients atteints d'un cancer pour qu'ils luttent contre leur cancer. Oui, c'est pas parfait, mais il y a deux avancées importantes qui ont été faites dans les 10-20 dernières années, qui sont appliquées pas pour tous les cancers, pour un certain nombre de cancers, et c'est un progrès notable, et il y en aura d'autres. Mais malheureusement, la recherche prend du temps. L'impatience légitime des patients, l'impatience plus ou moins légitime des politiques, ne peut pas résister au temps long de la recherche. Au fond, vous dites aussi, vous prônez une sorte de surveillance immunologique. C'est-à-dire qu'on pourrait prévenir certains cancers et par un contrôle de l'immunité des patients. Alors, pas tout à fait. Je pense qu'il y a un concept de surveillance immunologique, c'est-à-dire le fait que nos globules blancs avec lesquels on se défend, ils peuvent détecter des cellules cancéreuses et les détruire sans qu'on le sache. Donc du coup, le cancer n'apparaît pas. Mais ça, c'est notre corps qui le fait sans que nous en soyons conscients. En termes de médecine, la prévention qu'on peut faire, on ne peut pas vraiment faire une prévention immunologique, sauf par des vaccinations contre des virus qui provoquent des cancers. Typiquement HPV, le virus de papillomavirus qui donne des cancers du col de l'utérus, des cancers de la bouche, du pharynx, de l'anus. Oui. C'est un cancer qui peut être prévenu par la vaccination. Pour le reste, c'est plus des actions d'ordre santé publique. Ne pas fumer, ne pas boire ou raisonnablement ne pas s'exposer au soleil parce que ça donne des mélanomes. Ce sont plus des actions de ce type de prévention qui réduisent le risque de cancer. Oui, il y a 20% des cancers qui sont d'origine microbienne. Oui, un petit peu moins, mais enfin, à peu près l'ordre de grandeur, c'est cela. Oui, il y a une fraction de cancers qui ont une origine virale dans la grande majorité des cas et quelquefois bactérienne. Oui, on a en ce moment le témoignage d'un animateur qui est victime d'un cancer de la gorge par les papillomavirus et ça nous rappelle combien la vaccination dans les écoles a du mal en France à passer. Malheureusement, oui. Donc, le vaccin contre ces papillomavirus est extrêmement efficace. Ça a été démontré dans des études
surtout chez les femmes, parce que c'est les femmes qui ont les jeunes filles qui ont été vaccinées, et pour réduire de plus de 90% le risque de cancer du col de l'utérus. C'était montré en Australie, c'était montré en Suède, c'était montré en Grande-Bretagne. Malheureusement, la France suit avec difficulté. Il y a une réticence à l'égard de cette vaccination. Le fait de vacciner à l'école est une très bonne chose, parce qu'on touche tous les enfants. En même temps, c'est l'occasion de faire de l'éducation sanitaire. Mais notre école a du mal, d'une part parce que notre médecine scolaire s'est beaucoup appauvrie, et il y a encore des réticences d'organisation. Oui. Mais il faut œuvrer, expliquer pour rendre obligatoire. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là, mais à l'extrême, pourquoi pas, parce que c'est un vaccin à la fois efficace et sûr. Et si on peut prévenir 90% de 6 000 cancers par an, et 2000 morts actuellement, c'est pas négligeable. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et plus qu'on ne le fait, on ne le fait pas assez, c'est de l'information, de l'explication auprès des parents, puisqu'on vaccine les jeunes adolescents, garçons et filles. Il faut faire des campagnes d'information. Il faut que les médecins se mobilisent pour expliquer aux familles le bien fondé de cette vaccination. Oui, alors je disais, vous aviez été chargé par le Premier ministre Jean Castex de coordonner la stratégie vaccinale pendant la crise de la Covid en France. Vous constatez dans ce livre, évidemment, là aussi, une réticence de ceux qui étaient opposés au vaccin, qui parlaient de liberté individuelle et qui vous opposaient cette notion de liberté individuelle à laquelle vous répondez non, parce qu'il y avait la notion de bien commun et de solidarité qui aurait dû l'emporter. Mais il y avait ces critiques. Oui, petite correction, j'ai conseillé le gouvernement, je n'ai pas développé moi-même la stratégie, c'est important, c'est le rôle de l'expert par rapport aux politiques. Et alors ensuite, pour répondre à votre question, dans l'ensemble, finalement, les campagnes de vaccination contre le SARS-CoV-2, donc pour protéger contre le Covid, ont été efficaces, puisque plus de 90% des adultes se sont vaccinés convenablement. Alors ça a pris du temps, beaucoup d'explications, il y avait des réticences, c'est légitime que les gens se posent des questions, surtout avec des nouveaux vaccins. Mais je pense que le fait que cette vaccination ait été progressive, puisque rappelez-vous, en janvier 2021, on a d'abord vacciné les personnes les plus âgées, les plus fragiles, puis progressivement toute la population. Donc cet effet de cercle concentrique faisait que les vaccinés, à mon avis, ont joué un rôle en convainquant les non-vaccinés de se vacciner. Puis il y avait aussi des contraintes, parce que les contraintes sociales, enfin la fermeture, les possibilités de sortir, la possibilité d'aller au café ou au restaurant. Ça, c'est le pass sanitaire, qui était une excellente mesure, parce que ça a convaincu... pour des raisons pratiques, quelques millions de Français à se faire vacciner. Je pense que c'était une bonne chose. Donc il y a eu quelques résistances, mais pas si importantes que cela. Vous dites qu'un Français sur deux était opposé au vaccin au départ. Alors, il était en les cas réticent. En janvier 2021, et puis progressivement, de 50, on est tombé à 10-20. Parce qu'il... par l'information, parce qu'il y a eu vraiment, et c'est très bien, beaucoup d'explications données par les médecins, soit les pharmaciens, les soignants en général, par les autorités de santé et le monde politique. Des contraintes aussi contre, par exemple, le personnel hospitalier, qui n'avait pas le choix. Ça, c'est légitime. Enfin, d'abord, il faut dire une première chose, c'est que 70-80% des professionnels de santé ont tout à fait compris et admis et étaient volontaires pour être vaccinés. Il restait une petite fraction qui était, comme pour le reste de la population, réfractaire. Et là, ceci n'était pas admissible pour 3 raisons. L'exemplarité, les soignants ont à montrer l'exemple à la population. Deuxièmement, il vaut mieux, surtout en période de crise, que les soignants ne soient pas malades. C'est évite qu'il y ait trop d'absents à un moment où il y a beaucoup de monde à soigner. Et troisièmement, peut-être le plus important, le vaccin, même si c'était pas parfait, mais en partie protégé contre la transmission. Oui. Donc on a eu des cas de personnel soignant qui ont contaminé leurs malades, ce qui est quand même complètement fou. Et donc il fallait... Toutes les mesures sont bonnes à prendre. Le masque en est une, se laver les mains en est une, mais se vacciner en est une troisième, qui permet d'éviter qu'un professionnel de santé infecte un malade, qui est par ailleurs malade d'une autre pathologie, donc qui est fragile. Donc toutes ces mesures, et on revient au bien fondé collectif, c'est un bien social de notre société, qui est que notre devoir, c'est de protéger les fragiles. Et les professionnels de santé sont en première ligne dans cette action, et donc devaient se vacciner. Pour les quelques-uns qui ne le comprenaient pas si aisément, c'était légitime de leur imposer. Mais vous dites dans ce livre, ceux qui propager, vous les dénoncez, des fake news, dont vous dites d'ailleurs, je vous cite, qu'ils répondaient souvent à des intérêts financiers. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est certain. Ça, c'est bien plus au-delà du SARS-CoV-2, parce que ces gens font des conférences payantes, parce qu'ils vendent des livres, parce que certains sont avocats et défendent des intérêts de gens qui se pensent lésés par la vaccination. Il y a un exemple célèbre en Grande-Bretagne
à l'égard de la vaccination contre la rougeole, où quelqu'un a inventé carrément des accidents de vaccination qui n'existaient pas, pour que des plaignants obtiennent de l'argent et que lui gagne de l'argent ainsi. Donc il peut y avoir des intérêts directs, au-delà de l'ego, etc., mais des intérêts financiers d'anti-vax. Souvent, on nous accuse, nous, d'avoir des conflits d'intérêts, ce qui peut arriver avec l'industrie pharmaceutique. C'est une vraie question. Simplement, on nous accuse systématiquement de tous d'avoir des conflits d'intérêts en permanence, ce qui n'est par ailleurs pas mon cas. Mais on oublie qu'on peut renverser complètement cet argument et de dire que les gens qui s'opposent à la rationalité de la vaccination, et d'ailleurs un certain nombre d'autres mesures de santé, peuvent avoir des conflits d'intérêts. Et à un certain nombre de cas, c'est parfaitement démontré. Oui, mais vous dites, concernant justement ces conflits d'intérêts, vous dites pratiquement tout le monde avait pu avoir des contacts avec des laboratoires pharmaceutiques et ça n'empêchait pas de pouvoir intervenir sur ces questions-là. C'est ce que vous dites. Ce que je dis, c'est que si on prend la vaccination, c'est évident que les médecins qui sont des spécialistes de la vaccination ont des contacts avec l'industrie pharmaceutique pour faire des essais cliniques, pour développer il faut que ça soit su. Il faut que quand quelqu'un parle, on sache, entre guillemets, d'où il parle. Est-ce qu'il a eu des liens d'intérêt financiers ou d'une autre nature avec tel ou tel industriel? Ça doit être connu. C'est absolument indispensable. Ça n'a pas toujours été dit. Ça n'a pas toujours... Dans le passé, je pense qu'on a beaucoup progressé. Il y a 20 ans, on était loin de tout ça. Aujourd'hui, les choses sont assez transparentes. Et donc, on peut vérifier si on a des liens d'intérêt, ce qui n'est pas un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, c'est clairement, on est en situation où on défend des intérêts privés qui ne sont pas l'intérêt public. Mais ceci peut s'identifier. C'est une affaire sérieuse, mais qui a été maintenant, je crois, raisonnablement pris en main. Et donc l'accusation que l'on écoute, on l'entend de temps en temps, systématique, vous avez un conflit d'intérêt, est juste inacceptable dans ce sens-là, à partir du moment où le problème est traité sérieusement. Oui. Oui, alors le professeur Raoult, vous en dites un mot, ça ne vous a pas plu qu'Emmanuel Macron aille le rencontrer à Marseille? Non. Vous n'avez pas apprécié. D'ailleurs, vous dites, je regrette à l'époque que la communauté scientifique n'ait pas dénoncé, au fond, cette imposture d'une certaine manière. Vous ne croyiez pas à l'hydroxychloroquine en particulier. Ce n'est pas une question de croyance, c'était juste simplement d'observer. La science se méfie des croyances d'une manière générale. Croyance et science, ça ne va pas ensemble. Par contre, analyse des faits, analyse objective des faits, ça c'est comme ça qu'avance la connaissance scientifique. Et les données disponibles à travers ce que le professeur Raoult avait publié montraient que ces données ne tenaient pas la route. On le savait au moment où le président le savait. Le président l'avait entendu, mais en même temps, il y avait des considérations politiques. Vu la popularité, je pense que c'est ça qui l'a amené à aller voir M. Raoult. Donc c'est une erreur. C'est une erreur. Et je regrette, à titre personnel, je n'accuse personne d'autre, de ne pas avoir réagi. Avec quelques collègues, on en avait discuté. Et on n'a pas réagi parce qu'on ne voulait pas créer, faire du bruit autour de choses qui étaient secondes par rapport à l'épidémie. Mais je le regrette. Je pense qu'on aurait dû réagir plus fortement que nous l'avons fait. Vous dites que ça aurait été une catastrophe si on avait soigné les gens à l'hydroxychloroquine parce qu'il y avait des effets secondaires. Oui, enfin, ils existent, ne sont pas non plus majeurs, mais enfin, un médicament inefficace et qui a quelques effets secondaires, c'est pas, même s'il était totalement sans effets secondaires, c'est pas une bonne idée, mais alors là, en plus, il a quelques effets secondaires. Et on le savait, ça aurait pu être que cette hydroxychloroquine soit efficace, mais très tôt, on le savait. Et en plus, il y avait des données qu'on a complètement oubliées, qui ont été publiées à peu près au même moment, d'expériences faites par des Français chez le singe, où on a pu montrer que l'hydroxychloroquine ne protégeait absolument pas des singes. On le savait déjà dès ce moment-là contre le SARS-CoV-2. Bon, ben voilà. Alors, vous parlez de ceux qui ont soutenu, évidemment, la vaccination. Mbappé, la star du foot, qui s'est montré, photographié, filmé en train de se faire vacciner. Vous dites, par exemple, petit Riner, non. Malheureusement, non. Oui, ça vous regrettez. Il n'y a pas eu assez de soutien des stars. Alors ça rejoint une autre question difficile, vraiment difficile. C'est le fait que, j'évoquais tout à l'heure que globalement, la vaccination a été efficace, mais il y a eu quelques échecs. Et un échec, c'est le taux de vaccination dans les Antilles, en Guyane. Christiane Taubira vous a pas aidé, en particulier, l'ancienne ministre. Non, mais alors évidemment, il y a des explications. C'est qu'il y a un fond de défiance qu'on peut en comprendre en partie. Parce que malheureusement, il y a un certain nombre de scandales, y compris sanitaires. Je fais allusion à la chlordécone, par exemple, qui font qu'on peut comprendre que ces populations aient un certain degré de défiance. Et on n'a pas su prendre en compte suffisamment, mais très difficile, je ne sais pas comment il aurait fallu faire. Mais on n'a pas réussi à surmonter cette défiance. Et c'est sûr que des grandes personnalités provenant de ces communautés auraient pu nous aider. Oui.
Oui, mais au final, les résultats sont là. Vous dites, c'est 160 000 personnes, il y a eu des décès de 160 000 personnes, il y a eu 1 million d'hospitalisations en France, mais vous dites on a évité 20 millions de morts dans le monde grâce à la vaccination. Oui, il y a plusieurs travaux maintenant qui convergent pour estimer que l'ordre de grandeur, c'est 20 millions de vies sauvées, ce qui est quand même considérable. Donc en France, je ne sais pas exactement, mais si on est très prudent, minimum des dizaines de milliers, et peut-être plus que des dizaines de milliers de gens sont en vie aujourd'hui parce qu'ils ont été vaccinés, et des centaines de milliers ont évité d'être hospitalisés parce qu'ils ont été vaccinés. Oui, donc c'est un succès considérable. Mais alors, qu'est-ce qui explique que cette notion-là n'est peut-être pas encore entrée dans les esprits? On lit encore, évidemment, sur les réseaux sociaux, vous allez me dire, mais bon, oui, qu'il y a des conséquences de la vaccination, qu'il y a une explosion de cancer depuis la vaccination. Faux, Vous lisez tout ça? Mais alors, il faut répéter que ces affirmations sont dénuées de tout fondement. Il n'y a aucune donnée scientifique sérieuse qui permette d'affirmer cela. Deuxièmement, c'est pas parce que 2, 3, 4, 10, peut-être 100, peut-être 1000 personnes affirment ça sur les réseaux sociaux qu'il faut croire que 80% de la population pense de même. Je pense que la grande majorité des Français sont raisonnables, sont suffisamment intelligents pour percevoir que ce genre d'affirmations n'ont aucun sens. Oui, vous dites qu'on confond la notion de concomitance et la notion de causalité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous vaccinez 1 million de personnes, dans le mois qui suit, je vais prendre un exemple stupide, mais peut-être quelques centaines d'entre eux vont avoir un accident de voiture et quelques dizaines vont mourir. C'est pas parce qu'ils ont été vaccinés qu'ils ont eu un accident de voiture. Et c'est la même chose avec toutes les maladies graves, les cancers, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire. Si vous vaccinez 1 million de personnes, dans le mois qui suit, un certain nombre vont faire un infarctus du myocarde, vont faire une embolie pulmonaire, mais ils auraient fait exactement de la même façon ces maladies infectieuses, ces maladies tout court, graves, s'ils n'avaient pas été vaccinés. C'est ce qu'on appelle la coïncidence ou la concomitance. Il y a une chronologie, mais il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est bien important de comprendre ça. Mais alors, vous dites, au fond, non, il n'y a pas d'effet secondaire du vaccin. C'est pas exactement zéro. On sait que les vaccins ARN provoquent de façon rare, chez les hommes, plus que chez les femmes, 1 fois sur 20 000. C'est rare, hein. Dans les jours qui suivent la vaccination, surtout chez des gens plutôt jeunes, il peut y avoir une inflammation transitoire du cœur, ce qu'on appelle une myocardite, qui guérit en quelques jours. Ça a été identifié, c'est vrai, mais c'est heureusement pas grave, c'est transitoire, ça ne laisse pas de séquelles. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Oui, mais vous dites, l'ARN, aujourd'hui, est un progrès absolument considérable. Et au fond, ceux qui ont été vaccinés au moment du Covid, aujourd'hui, n'ont plus d'effet du vaccin dans leur corps. Si, ils ont toujours un peu d'anticorps, ils ont une immunité mémoire contre le virus. Ça veut dire que c'est ça qui est très important, c'est que si demain il y a ce même virus ou un nouveau variant les infecte, eh bien ils pourront être infectés parce qu'ils n'ont pas assez d'anticorps, mais par contre ils ne feront pas une forme grave de la maladie. Donc ça c'est le principe de la vaccination, c'est nous donner la mémoire d'un microbe, donc en l'occurrence du SARS-CoV-2, et qui nous permet de nous défendre, pas parfaitement, mais quand même très très bien. Mais en dehors de ça, il ne reste pas d'ARN. Il n'y a plus rien, ça disparaît comme assez vite. Oui, ça, votre vie, je vais presque dire, c'est un combat. Vous appelez le livre « Protéger les vivants des enfants malades de la crise du Covid ». Protéger les vivants. Il y aura toujours, professeur, des menaces. On a évidemment le sida, qui n'est toujours pas disparu. Parce qu'au fond, l'homme sera toujours la cible éventuelle, peut-être quelque chose qui demain peut l'anéantir de la surface de la Terre. Anéantir, non, je ne pense pas, mais par définition, les maladies sont consubstantielles de l'homme, et les maladies infectieuses en particulier, mais il y a aussi des maladies non infectieuses qui sont même largement majoritaires et qui posent les problèmes principaux aujourd'hui, le cancer, les maladies cardiovasculaires par exemple. Mais nous ne sommes pas à l'abri, ça c'est exact, qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, il y a un nouveau virus qui émerge, un cousin éloigné de coronavirus ou d'une autre famille de virus, et qui provoque à nouveau une pandémie. Mais là où il faut dédramatiser les choses, c'est que grâce au progrès de la science, à la connaissance acquise, nous réagissons beaucoup mieux. Regarde, si on va en arrière, si on va beaucoup en arrière, si on va au Moyen-Âge, la peste, une des épidémies de peste les plus terribles, au milieu du XIVe siècle, elle a tué un tiers à moitié de la population européenne. On n'avait aucune idée de ce qui se passait, évidemment aucun traitement, on ne comprenait rien. C'était un désastre humain, économique, enfin on sait ce que ça a été. Si on se rapproche de nous, 1917, 18, 19, c'est la grippe dite espagnole. Elle ne devrait pas s'appeler comme ça, parce que les Espagnols n'y ont rien à voir. C'est quand même des dizaines de millions de morts.
On a pu identifier ensuite que c'était un virus de la grippe. On ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Les gens étaient affaiblis par la guerre. La médecine n'était pas celle d'aujourd'hui. Et donc, encore une fois, c'est 20 millions, peut-être 50 millions de morts. Aujourd'hui, quand il y a une pandémie qui survient en 2019-2020, on identifie le virus en quelques jours, le génome de ce virus en quelques jours, on développe un vaccin en quelques mois, d'une façon extrêmement rigoureuse, et on sauve, on en a parlé, des millions de vies. Donc, évidemment, on peut pas dire, il ne faut pas tenir un discours triomphaliste, mais ça veut dire que si on est vigilant, on surveille l'évolution de microbes dans le monde entier, et qu'il y en a un qui émerge comme dangereux, on doit être capable la prochaine fois de faire peut-être encore mieux. Donc évidemment qu'il y a des dangers, mais en même temps, il y a des manières de réagir, de s'organiser pour en limiter les conséquences. Oui. Un mot sur le sida. On en parlait en préparant cette émission. On connaît aujourd'hui l'origine du sida ? On sait que le virus est né en Afrique, qu'il y a des cousins proches présents chez les grands singes, et que l'hypothèse la plus probable est qu'il y ait une contamination de grands singes à l'homme. On peut l'imaginer, par exemple, par des morsures profondes. C'est une possibilité. Dans tous les cas, c'est le chemin et du singe vers l'homme. Et le Covid-19, on sait d'où il vient ? Non, on ne sait pas précisément d'où il vient. On sait qu'il y a des virus relativement proches, mais quand même avec quelques différences chez les chauves-souris. Il vient d'un laboratoire, comme on le dit ? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y ait une évolution de l'animal vers l'homme, ce qu'on appelle une zoonose, mais on n'a pas tous les chaînons de cette évolution et pour faire qu'il fasse qu'à un moment donné, le virus soit capable d'infecter les cellules humaines. Il y a l'hypothèse du laboratoire de Wuhan. On ne peut pas rigoureusement l'exclure, mais quand on regarde en détail la séquence du génome, c'est extrêmement improbable que ce soit une création humaine. On ne peut pas tout à fait exclure que ce virus ait été isolé et qu'il était dans ce laboratoire et qu'ensuite il en soit ressorti, mais il était déjà avant. Je ne peux rien exclure et je ne suis pas en plus un expert de ces... Mais le plus probable néanmoins, c'est qu'il s'agisse, comme pour beaucoup d'autres virus, comme les virus de la grippe par exemple, d'une zoonose, donc de virus qui viennent du monde animal. Oui, vous dites dans ce livre, c'est le titre d'un chapitre, on n'a pas tout fait parfait. Face à la lutte contre le Covid. Mais au fond, on a envie de vous dire, on sera mieux armé la prochaine fois. Les erreurs qui ont été commises, et il y en a beaucoup, ne le seront plus. J'espère. Et à côté c'est le retour d'expérience qui est toujours utile et indispensable même. Et puis les progrès de la science. Encore une fois, grâce à si on prend l'ARN, qui est quand même la recherche scientifique sur l'ARN, c'est 60 ans. La découverte des ARN dits messagers, qui sont ceux qui ont été utilisés pour la vaccination, et qui vont l'être encore pour d'autres maladies, ça remonte à il y a 60 ans. Il y a eu 60 ans de recherche pour arriver à... C'est une aventure humaine, scientifique, absolument extraordinaire, au bénéfice de l'humanité. Merci. Professeur Alain Fischer, protéger les vivants, c'est absolument passionnant. C'est chez Odile Jacob. C'est votre vie, c'est votre parcours de vie. Et quelque part aussi, ça traverse évidemment tout ce que nous avons collectivement vécu ces dernières années. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité. Merci à vous.